Pourquoi nous intéresser la stigmatisation? Je l'ai dit, c'est un facteur en défaveur du rétablissement. Tous nos efforts sont faits depuis des années, nous tous ici, que nous soyons des personnes concernées, des professionnels ou des aidants, sont faits pour promouvoir le rétablissement, y compris à travers le renforcement du pouvoir de décision et d'action avec la remédiation cognitive, encore une fois trop peu diffusée, on va y arriver à force. Et dans les facteurs qui sont défavorables au rétablissement, il y a la stigmatisation. Ce qui est très important, c'est que la stigmatisation n'est pas une fatalité, on peut la combattre. Et il y a donc des procédures de déstigmatisation qui sont favorables au rétablissement. Donc ce qu'on voudrait, c'est montrer ce qui est défavorable et montrer ce qui est favorable pour réduire les premiers, augmenter la place des deuxièmes. Alors, simplement, la stigmatisation, elle est due aux stéréotypes sociaux qui sont très répandus. C'est-à-dire que les idées concernant les troubles mentaux, mais pas seulement les troubles mentaux, tout ce qui va avec, les personnes qui portent des troubles mentaux, les professionnels qui portent des troubles mentaux, les structures qui s'occupent des troubles mentaux, tous les gens qui touchent aux troubles mentaux sont victimes de stigmatisation, parce qu'il y a des idées fausses qui sont associées, finalement, à ces maladies-là. Si on prend cette revue de littérature, vous voyez, les idées les plus fréquemment répandues dans le monde, là, verticalement, vous avez les différents pays, Islande, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Chypre à droite, et vous avez la prévalence des idées dans les différents pays. Et donc les idées les plus répandues, qui sont omniprésentes dans tous les pays, sont celles du bas. Par exemple, les personnes qui ont des troubles psychiques sont incapables de s'occuper d'enfants, sont imprévisibles, ne devraient pas apprendre à enseigner aux enfants, etc., etc. Quand vous remontez, vous avez des idées qui sont moins fréquentes, quand les choses ont commencé à avancer. Par exemple, les familles devraient garder le secret, vous voyez, ça devient le plus hétérogène. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, même si c'est une étude qui date d'il y a quelques années, qui porte sur des données de 2004 à 2012. La situation, on va le voir, s'est un petit peu améliorée, mais évidemment, elle n'est pas encore résolue. Alors, l'intérêt pour la question est vraiment exponentiel. Là, vous voyez, dans la décennie précédente, l'augmentation du nombre d'articles portant sur ces questions. Et ça a encore augmenté dans la décennie 2015-2025. Alors, traitement par les médias, ça a été vraiment très étudié. Et vous voyez que les médias, ça c'est une étude canadienne qui porte sur des 5 années 2005 à 2010. Ce qui ressort en premier quand on parle de troubles symphoniques, c'est l'histoire, la notion de danger, de violence, de criminalité, bien largement devant le traitement des maladies mentales et encore plus largement devant le rétablissement et la réhabilitation, qui commence quand même à avoir une place plus importante. Donc ça c'est important, c'est que la situation évolue et il faut insister, il faut tout ce qu'on a pour continuer à la faire évoluer positivement. Donc on voit par exemple que les articles concernant la schizophrénie sont 6 et 37 fois plus stigmatisants que ceux qui concernent d'autres troubles. En fait, les troubles les plus stigmatisés, c'est le trouble borderline et la schizophrénie. C'est extrêmement difficile à porter pour les personnes. Donc si nous sommes médecins, nous annonçons un diagnostic à une personne, on sait qu'on va lui mettre un poids dessus. Donc il faut essayer d'aller avec l'espoir. C'est la manière d'annoncer les choses et c'est la manière dont la nation considère effectivement ce diagnostic. Après, on peut annoncer les choses de manière différente. On en parlait hier avec Marc-André Roy. On peut annoncer troubles psychotiques. Ça revient au même, mais c'est moins lourd à porter que schizophrénie. Et puis, il y a des pays qui ont œuvré politiquement pour supprimer le mot schizophrénie, comme le Japon, où c'est maintenant interdit d'utiliser le mot schizophrénie. Alors, le problème, l'un des principaux problèmes de la stigmatisation, c'est au-delà du rejet potentiel par la société, la mauvaise image que les personnes vont elles-mêmes avoir par rapport à leurs troubles. En fait, elles se sont appropriées des stéréotypes sociaux et elles s'auto-stigmatisent. Donc elles se pensent incapables, ont des difficultés pour se faire ou conserver des amis, trouver ou conserver un emploi, entretenir des relations intimes. Et elles ont perdu leur sentiment d'efficacité personnelle. Ça a été largement démontré également. Alors dans cette revue de littérature, on voit qu'effectivement il y a une hétérogénéité en fonction des régions du monde et en fonction des troubles. Mais encore une fois, le trouble plus stigmatisé, plus de rapporter c'est borderline, ensuite schizophrénie, tout ça c'est plus dur à rapporter que trouble bipolaire et plus dur à rapporter qu'autisme. Vraiment une diffusion qui a une image qui est tout à fait différente. Donc il faut changer l'image des troubles psychiques de deux manières, à la fois en touchant toute la population pour qu'elle considère différemment ces troubles-là, et puis à la fois en agissant sur l'image que les personnes ont d'elles-mêmes. Donc réduire la stigmatisation de la société et l'autostigmatisation. Les deux sont indispensables, les deux vont de pair. Parce que si on réduit seulement l'autostigmatisation et que la société continue à stigmatiser, évidemment, les idées reviendront, les personnes continueront à mal se considérer. Donc il y a de nombreux outils pour organiser ces interventions. Il faut citer ce Mosaic Toolkit de l'OMS, le VPS anti-stigma. Ça, c'est pour lutter contre la stigmatisation.
Et pour lutter contre la stigmatisation, le plus efficace, c'est que les personnes qui ne connaissent pas ces problématiques rencontrent des personnes qui ont des troubles. Donc c'est en particulier ce qui se fait avec les bibliothèques vivantes. Ça a été largement montré comme étant le plus efficace. Et là, vous avez un exemple de bibliothèque vivante virtuelle, avec des livres dans lesquels les personnes se racontent. Donc, je remet Silzest, en particulier, Florian Todorov, qui est juste là, qui a organisé tout ça et qui a encore pris des vidéos la semaine dernière ici au Québec pour élargir la bibliothèque. Donc chaque livre est un ensemble de vidéos, une vidéo égale un FATVIT, donc des personnes qui se rencontrent. N'hésitez pas à les diffuser le plus largement possible parce qu'en faisant ça, finalement, vous œuvrez à la déstigmatisation. Donc il est très important, pour lutter contre la stigmatisation, que la population ait une information adéquate, sinon elle reste dans ses idées fausses. Donc ça, c'est l'idée de la culture de santé, de la culture de santé mentale, qui est très faible dans beaucoup de pays. Donc, je pense qu'elle est meilleure au Québec qu'en France. Et en France, parce qu'il n'y a aucun enseignement ni dans le primaire, ni dans l'enseignement secondaire, ni au lycée. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'intervenir sur l'éducation nationale pour introduire finalement des notions dans le programme, petit à petit, mettre en place des premiers secours en santé mentale dans les collèges et dans les lycées. Et certains ont œuvré juste ici au premier rang. Et puis, nous créons une maison de la santé mentale, un certain nombre d'institutions, dont l'Association francophone de remédiation cognitive, pour aller parler directement à tous les Français, c'est un programme national, des questions de santé mentale qui les concernent. Première action, nous allons aller dans un collège, parler à des élèves de 4e et 3e, 13 et 14 ans, avec un addictologue, débattre sur le début des addictions, avant que ça se mette en place. Et tous les programmes qui interviennent les maîtresses sont très peu efficaces. Par contre, la prévention, c'est encore ce qui est le plus efficace, mais le moins développé en France. Ici aussi, très bien. Donc, pour réduire l'autostigmatisation, maintenant, 4 types d'interventions, la psychoéducation, les thérapies cognitives, et puis les interventions en lien avec la révélation de ces troubles psychiques. Donc ça, il y aura un atelier très important, je crois que c'est l'atelier numéro 1 cet après-midi, donc là, à y être attentif. Alors, pour diminuer la stigmatisation, il faut améliorer la connaissance de la population. Voici un MOOC qui a été fait par l'équipe du Centre ressources de réhabilitation psychosociale, un centre national français qui coordonne l'ensemble du réseau dont je parlais tout à l'heure. N'hésitez pas à l'utiliser, il est gratuit d'accès. La seule difficulté, c'est de s'inscrire sur la plateforme de l'Université de Loin. L'université, c'est jamais facile, mais après ce petit obstacle, on arrive à quelque chose d'extrêmement plaisant. Merci à Ludivine Borel de Souza qui a coordonné la réalisation du premier module. Il y en a encore quelques-uns à venir. Le deuxième sortira début 2026. Il faut aussi permettre aux personnes de prendre soin d'elles-mêmes. Ça, ce sont des livrets d'auto-soins qui sont assez bien faits, qui sont diffusés également sur le site du Centre ressources. C'est comment prendre ma santé mentale, où j'en suis, comment l'évaluer et sur qui m'appuyer si je rencontre des difficultés. D'abord moi-même, ensuite mes proches, puis ensuite éventuellement des professionnels. Je pense qu'il faut une attitude cohérente, rationnelle par gradation. Donc c'est pas l'accès aux professionnels dès qu'il y a la moindre difficulté, c'est d'abord avoir une meilleure connaissance de moi-même. Parce que sinon, chacun dans la population a des difficultés à un moment donné, et on ne va pas envoyer tout le monde chez le psychologue ou le psychiatre. Pour les personnes qui ont déjà des difficultés, on propose aux professionnels de s'emparer le support de psychoéducation qui sont tout frais. Ça a été fait aussi par l'équipe du Centre ressources, c'est en ligne, c'est gratuit, c'est pour les professionnels, pour pouvoir construire des programmes. Il y a 400 diapos qui ont été mises en forme et qui touchent tous les domaines de la santé mentale. Pas seulement les troncs, évidemment, ça porte beaucoup sur le rétablissement et les déterminants de la santé mentale en général. Il y a cette playlist qui a été faite récemment. Là, c'est pour promouvoir l'intérêt sur la remédiation cognitive, porter à la remédiation cognitive. Et donc, nous allons l'enrichir avec le colloque d'aujourd'hui. Je remercie Caroline, qui est responsable de la veille scientifique de l'Association francophone de remédiation cognitive. Et puis, de nombreuses autres ressources sont disponibles sur le site du Centre ressources, des centaines de vidéos, des milliers de pages. Je vous conseille de vous y référer et de diffuser largement. C'est pour le grand public, c'est pour les personnes concernées, c'est pour leurs aidants et c'est pour les professionnels. Et l'année prochaine, le 18e colloque aura lieu à Limoges, donc en France, dans une belle région. Et je vous invite à y venir. J'ai une petite flyer là pour ceux qui sont intéressés, pour traverser l'Atlantique ou pour traverser la France selon où vous habitez. Voilà, merci de votre accueil au Québec et bon colloque à tous.